propriétaire va vous demander de regarder votre score de crédit. Donc, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas de dossier de crédit viable. Bon, en face de vous, il y a aussi 15 demandeurs là qui eux ont des crédits solides et qui viennent avec le parent même pour les accompagner et les soutenir, quoi. Donc, ça, j'ai eu ça aussi quand il fallait trouver des logements et c'est assez démoralisant souvent de voir ça. J'avais pas encore de collègues peut-être immigrés qui venaient d'arriver comme moi. Bon, la plupart des collègues immigrés, ils arrivaient par le statut de résident permanent. Moi, j'arrivais en tant que travailleur temporaire, donc c'est vraiment pas la même chose, c'est même pas les mêmes conditions. Donc, j'avais pas beaucoup de travailleurs temporaires là autour de moi qui peuvent donner ces informations-là. Donc, c'était vraiment du tâtonnement, rechercher les informations par soi-même. C'était beaucoup ça. Hein. Donc, presque tout à l'époque se faisait par carte de crédit. Et en 2012, là, c'était conditions pour en voir là lorsqu'on venait d'arriver. C'était assez un peu tordu. Tordu, je dirais, ça dépend des banques. Hein. Donc, Banque Nationale, c'était niette dès le départ. Il y avait d'autres banques RBC qui, après avoir regardé mes bulletins de paye à Paris, mon diplôme et tout, me proposaient effectivement d'avoir une carte de crédit de $1000 en déposant bien sûr $1000 en caution, on va dire. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les caribounautes, bienvenue sur la chaîne YouTube Caribou Montréal et nous continuons en fait avec notre série d'interviews réussite canadienne et aujourd'hui on a vraiment un invité spécial de par son parcours et de par l'activité qu'il fait parce que c'est pas une activité qui est nécessairement accessible à tous au Canada et même à travers le monde. Donc notre invité aujourd'hui c'est Jean Quadio. Jean, comment vas-tu? Je vais bien. Ok. Donc, Jean, tu es basé comme moi dans le Grand Montréal. Au moment où on enregistre, on est en mi-juillet, et il y a ce qu'on appelle canicule. Très, très chaud. Ah, ça, c'est vraiment chaud. Là. Exact, vraiment chaud. Et bon, là-dessus, en fait, on n'est pas trop nécessairement dépaysé par rapport à nos pays d'origine, mais c'est sûr que ça fait quelques jours que c'est comme ça, il faut s'adapter. Jean, donc vraiment bienvenue en fait sur la plateforme Caribou Montréal. Comme tu fais partie de la série Réussite canadienne, on voit ce que tu as fait jusqu'à présent comme étant une réussite, mais pour l'audience, en fait, est-ce que tu peux commencer par présenter en grande ligne ton parcours, où tu es né, d'où tu viens et parcours professionnel? Oui, il y a pas de problème. Bon, réussite, je mets peut-être entre parenthèses réussite parce que pour moi encore rien n'a été fait. On est vraiment en commencement, donc c'est pas quand je dirais réussite, c'est vraiment un aboutissement, sans pour être modeste. Donc je viens de Côte d'Ivoire, principalement après 98 que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Je suis allé étudier en France, comme la plupart des Ivoiriens, la plupart vont généralement en France. Ouais. Je suis resté environ 15 années là-bas et puis à un moment, bon, peut-être à force de tourner en rond un peu en France, il y avait un besoin d'ailleurs, de faire quelque chose d'autre. Donc la première idée, c'était de retourner au pays. Bon, en 2011-2012, la situation au pays n'était pas forcément idéale. Là, les parents là voulaient même pas que on entende parler. Et puis, des opportunités se sont ouvertes. Et puis là, j'ai eu, comment on appelle, une opportunité ici au Canada. Donc, on est venu en 2012 avec ma famille. Et puis, bon, donc, ça fait quoi? Ça fait presque 15 ans maintenant. Ouais, c'est ça, 13 ans par là qu'on est là au Canada. Voilà. Ok, excellent. Donc enfance, adolescence en Côte d'Ivoire. Et oui. En France, alors, c'est au moment de commencer les études supérieures, si c'est bien ça, comme post-secondaire? Ouais, c'est exactement ça. Donc, on va dire juste après le bac, donc vers 18 ans. Donc, on va dire la fin on dirait la fin de l'adolescence, on dira. Donc, 18 ans jusqu'en 2012, donc en 2 ans. Donc, on va dire principalement en France. Donc, dans plusieurs villes, hein, bien sûr, commencer par Bordeaux, après Paris, après Marseille, puis après de retour à Paris. Donc, voilà. Donc, vraiment
passé beaucoup de temps quand même en France. Ouais. Ok, puis alors, avant la France, est-ce que c'était, dès ton enfance, c'était dit, c'était prédécidé, ah, ok, je vais aller de toute façon faire mes études en France, ou c'est plus parce qu'il y avait un domaine particulier, et là, c'était peut-être mieux à ce moment-là, de le faire en France? Ouais. Non, pas prédestiné. Il est vrai que bon, en Afrique généralement, quand à la fin de vos études, dans les bacs là, généralement les parents essaient de se dire bon, la situation, les écoles là-bas au pays, généralement, bon, c'est pas tip top. On n'a pas trop confiance au système là. Ouais, Après bac, donc généralement les parents qui peut-être ont les moyens de faire quelque chose, envoient les enfants à l'étranger. ailleurs. Donc moi, c'était un peu différent parce que j'étais dans une école, on va dire, d'excellence, lycée scientifique à Yamoussoukro. Mhm. Donc là-bas, je faisais partie un peu de la meilleure cohorte là et on a eu la bourse du gouvernement à l'époque. Je sais pas si elle existe encore, mais on était dans un programme de boursiers et donc on a bénéficié d'une bourse là, gouvernementale pour aller travailler en France, là, enfin pour aller continuer les études en France là, dans les classes préparatoires et ainsi de suite. Donc ouais. Ok, ok, ok. Ouais, vraiment, vraiment intéressant. C'est toujours bien de voir un peu les raisons des mouvements. Et puis alors, quand tu es Ouais. en France, est-ce que tu es, parce qu'aujourd'hui tu es actif dans le secteur financier, est-ce qu'en France tu étudies dans ce secteur-là? Disons le secteur financier, est-ce que non, j'ai plutôt fait des formations de type économétrie, statistique, ce genre de choses là. Donc assez, bon, j'ai pas dit basique, mais vraiment économie, économétrie, statistique, ce genre de choses. Et puis une petite couche là informatique. Et puis bon, quand vous sortez d'école, ben vous avez deux choix en France. C'est soit bon, il y a une compagnie qui vous prend, mais généralement vous sortez de grandes écoles, donc il y a certaines compagnies là qui vous prennent le blé. Maintenant après, quand vous êtes un peu dans la course, c'est un peu de tout le monde. Ben ceux qui sont les premiers à dégainer, c'est vraiment les sociétés. On a type à l'époque ça s'appelait les SS2I, donc les sociétés un peu de Ouais, services informatiques là. Voilà, donc qui généralement vous prennent parce que vous avez peut-être un bon diplôme, ça vous débrouillez un peu. Et puis ben on vous jette dans une prestation auprès le d'une client. société qui a besoin de cervelle, qui a besoin de gens qui savent bien penser là pour exécuter un peu ce qu'ils ont à faire. Et puis bon, ça se trouvait qu'à l'époque c'était plutôt la banque qui embauche beaucoup là. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup Mhm. de cohortes de personnes là, qui ont souvent des formations qui n'ont rien à voir avec la banque, mais qui vont atterrir dans les milieux bancaires. Et donc voilà, donc j'ai eu mes premières armes là auprès de certaines banques là dans les divisions informatiques. Et puis voilà, c'est un Ouais. peu ça. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, j'ai pas nécessairement, pas avec le secteur bancaire nécessairement, mais le côté SS2I, se faire Ouais, débarquer quelque part et puis vas-y, c'est ça. va leur conseiller alors que tu n'as jamais trop C'est ça, travaillé c'est ça. là-dedans. Donc, non, C'est non, exactement ça. je vois très bien. Et est-ce qu'il y avait au niveau démographique à l'époque, est-ce que tu étais un des rares Africains à travailler dans ces milieux-là, je veux dire, hein, en France à ce moment-là, jeune diplômé? Euh, non, en France, c'est assez courant quand même. Hein. Bon, la Mhm. démographie, c'était quoi, aux alentours de 2005-2006 par là. Hein. Donc, Ouais. ça va, il y avait un peu de tout. Disons, bon, c'était un peu la minorité, c'est normal, mais Ouais. il y avait un peu de tout quand même. Surtout à Paris. C'est quand, bon, après, bien sûr, bon, c'est quelques missions, hein, j'ai fait quelques missions à Londres, puis en Italie, là. C'est là où, effectivement, bon, on voit qu'on est le seul, on est le seul noir dans la ville, surtout en Italie, bon. Donc, on est dans la compagnie, donc on est le seul black là, on va dire à 300 km à la ronde. Ça fait un peu bizarre, mais bon, on va dire que le fait peut-être d'avoir un certain accent et puis bon, on me prenait plus pour un Américain que pour un Africain là en Italie. Donc je pense que ça m'a Ouais, je vois ce que tu veux dire, et la fait. perception est différente, effectivement. Ouais, Si c'est tu ça, travailles avec eux en anglais ou en français, ben, c'est vu comme. Ouais, je vois. Ok. c'est ça. Ah ben c'est assez intéressant parce que c'est quand même pas mal. Donc tu as fait pas mal t'as eu pas mal d'expérience, pas mal d'exposition Mm, donc mm, mm. au monde bancaire. Puis tu Ouais. décides donc bon quand même après beaucoup d'années en France, tu décides d'aller au Canada, mais même pas tout seul. Donc comment est-ce que l'idée d'aller au Canada est venue? Est-ce que c'est Ouais. vraiment toi qui l'as déclenché ou c'est peut-être ta famille?
Ouais, ben, on va dire les raisons viennent un peu, sont des raisons familiales, hein, parce que, Mhm. bon, l'expérience un peu à Paris, si on veut, souvent, ce que je dis ça souvent à mes amis ou des personnes que je connais bien. Peut-être que ça a changé à l'époque, peut-être que ça change maintenant, mais Paris, c'est bien quand on est jeune, jeune couple, voilà, c'est vraiment, ou bien visiteur, c'est idéal, quoi. Quand on commence à avoir une vie de famille, là, c'est quand même très, très, très chaud. Donc, on Mhm. avait des problèmes, là, de places de garderie, parce qu'il y avait un jeune enfant. Donc, c'est vraiment ce genre de problèmes-là qui se sont posés. Et puis, on s'est commencé à se poser des questions. Bon, est-ce que c'est la vie qu'on va vivre, quoi? C'est là où Ouais. on est confronté à tous ces genres de questions-là. Donc, Mhm. quand on travaille à la Défense et puis on habitait dans le 94, donc il fallait traverser tout le RER, là. Je Ouais, faisais ouais. environ une heure et demie de RER quand il n'y avait pas de panne, bien sûr. Revient le soir, ton enfant dort, bon, tu ne vois pas, quoi. Donc, bon, il y a un peu des soucis. On peut se dire, bon, on peut faire ça pendant un temps, ça, il y a pas de problème. Mais la question c'était plutôt, bon, j'ai déjà vu un peu Paris, je sais ce qui m'attend, je suis peut-être en début, là, de trentaine. Et puis, il y avait un peu cette envie-là de voir ailleurs, en fait, Autre chose. d'aller regarder plutôt côté anglophone, hein, côté anglophone. Bon, ma femme Mhm. n'aimait pas trop long. Donc, Mhm. quand il y avait eu entendu Ouais, parler du Paris-Londres, Canada, ouais, c'est ça, c'était c'est plus tranquille. pas, c'est ça, c'est quelques trucs. Moi, bon, j'aimais bien Londres, mais il est vrai qu'effectivement, quitter la vie de ville, pas de Paris-Ville pour aller vivre à Londres-Ville, vraiment, c'est pas, il y a pas beaucoup de, enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup de différence. Bon, c'est peut-être plus Ouais. stimulant, mais en termes d'atmosphère, bon, c'est un peu plus morose, quoi. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment à un certain niveau où on commençait la vie de famille avec les enfants, donc il fallait peut-être ménager quelque chose ou bien trouver un environnement là où bon, ça pourrait s'acclimater Mhm. avec cette vie de famille là. C'est sûr que faire une heure de trajet là, c'est pas mon genre. Donc bon, après il y a eu Montréal, j'ai eu une opportunité ici. Ça a été un contrario de travailler souvent à quoi 20 minutes à pied quoi du boulot. Donc c'était Une vite fait. grosse, une grosse Et puis c'est surtout amélioration ouais, de c'est la ça, c'est qualité ça. de vie. Et surtout Mhm. la proximité au milieu anglophone en gros. Donc qui Ouais. vraiment est un pays là qui est très intéressant quoi parce que voilà on est beaucoup exposé là au milieu francophone là depuis des années. Surtout qu'on vient de Côte d'Ivoire. Donc là, ça a été un peu l'occasion de dire, bon, on va aller prendre un peu de l'exposition américaine parce que bon, tout vient des États-Unis. Qu'est-ce que ça fait là de vivre à côté de ce pays-là? Et puis plus tard, peut-être voir si, si ça pose des conditions, ben, faire la transition pour aller vers là-bas. Ouais, 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 ouais. On voit aujourd'hui ce que ça fait d'habiter à côté d'eux, mais c'est bien. C'est c'est clair. Mais, ouais, C'est sinon, clair. tu es resté alors dans le secteur bancaire en arrivant au Canada, hein? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ok. J'avais travaillé, j'avais été recruté par la Banque nationale à l'époque. Mhm. Donc je suis resté, je crois, 4 ans avec eux. Oui, Mhm. oui, c'était principalement dans le milieu bancaire, Oui, ok. toujours technologie d'information. Et Mhm. donc, oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu découvres alors là-bas au Canada par rapport à la situation des immigrants par rapport au secteur bancaire, par rapport aux services qu'ils peuvent obtenir auprès des banques, par rapport à la façon dont peut-être certains dossiers sont utilisés ou les critères qui sont pris. Qu'est-ce que tu vois de spécifique? Parce que je pense que c'est un peu ça le déclencheur par rapport à la compagnie que tu as aujourd'hui. Oui, oui, c'est en quelque sorte ça. Bon, même si effectivement le déclencheur c'est venu beaucoup plus tard, le déclencheur est venu beaucoup plus tard. D'accord, d'accord, Mais on va revenir dessus. c'est ça, c'est ça. La situation est toujours la même. Hein. Là, c'est plutôt la différence vraiment comparée à mon arrivée peut-être en France. Arrivé en France, bon, j'arrivais dans des conditions où j'étais boursier, donc c'était dans un cadre entre des accords en gouvernement, des écoles, donc il y avait certaines choses qui étaient déjà prises en compte. On était jeunes à l'époque aussi, donc il y a certaines réalités que bon, on n'est pas forcément à même de savoir qu'on arrive là. On est beaucoup plus, comment dire, prêt là, à subir un peu n'importe quoi parce qu'on est jeune et puis on a un peu Mhm. la tête à ça. Mais là, on arrive au Canada, jeune immigré avec une famille, donc avec une petite structure quand même, une structure familiale déjà établie avec ses règles en guillemets. Même si on se déracine en gros pour venir dans un pays pour apprendre, pour être à même là qu'on appelle là,
de s'insérer facilement. Mais d'emblée, il y a eu déjà des gros, bon, on appelle des questionnements. C'est-à-dire, on est habitué à avoir une carte bancaire. On vient ici, j'aimerais avoir une carte bancaire. Même étant employé par une banque, ça a été un peu délicat d'avoir une carte bancaire. Une carte de non, non, je te dis, Un employé de banque, c'était c'est difficile d'avoir la incompréhensible. carte Oui, bancaire. oui, c'est ça. Et c'est Vous bien, travaillez il y a eu chez nous? Non, processus, ça hein. Non, non, c'est ça, il y a eu processus, là. C'est vraiment la banque la Banque nationale, vraiment, qu'on appelle là, organisé mon arrivée, donc, ainsi de suite. Donc, il disait, ben, tiens, Banque nationale, je suis un employé de chez vous, carte de crédit, parce que de toute façon, tout se fait par la carte de crédit ici, les abonnements téléphoniques, ce genre de choses-là. À chaque fois, on demande, ben, monsieur, il faut une carte de crédit. Non, j'ai une carte de débit, j'ai ma fiche de paye, voilà, ma fiche de paye. Non, 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 monsieur, carte de crédit. Donc, presque tout à l'époque se faisait par carte de crédit. Et en 2012, là, c'était les conditions pour en voir, là, lorsqu'on venait d'arriver, étaient assez un peu tordues. Tordues, je dirais, ça dépend des banques, hein. Donc, Banque nationale, c'était niette dès le départ. Il y avait d'autres banques RBC qui, après avoir regardé mes bulletins de paye à Paris, mon diplôme et tout, me proposaient effectivement d'avoir une carte de crédit de $1000 en déposant bien sûr $1000 en caution, on va dire. Donc c'était la situation la plus, en fait, c'était la solution la plus, on va dire la plus aboutie en fait que j'ai eue, c'est celle de RBC. Là, c'est ce que je dirais parmi tout ce que j'ai vu, c'est RBC au moins qui proposait une solution. Et Ouais. puis voilà, la carte, ça a été un peu pas du forcing, c'est mes collègues là, Charlotte, mes anciens collègues de la Banque nationale là, qui m'ont dit, mais écoute, fais comme si tu étais un président canadien depuis longtemps, va juste remplir la fiche là pour avoir ta carte de crédit. Et voilà, mentionne pas le fait que tu as un NAS neuf, parce que bon, on venait d'arriver, on a un NAS neuf, mentionne pas tout Ouais. ça, Parce que c'est vas-y, temporaire. remplis quand même, et puis voilà. C'est comme ça que j'ai eu la carte de crédit. Donc après, je pense pas, 6-7 mois, un truc comme ça, après mon arrivée, hein, que j'ai eu finalement la carte de crédit comme ça. Incroyable. T'épargnes aussi le REER, donc on commence à avoir un peu de sous, donc on entend parler du REER, on veut commencer à cotiser parce qu'on se dit, ben, tiens, c'est un superbe instrument pour qu'on appelle l'accès à la propriété, c'est-à-dire tous les économies que mettent le REER pour le décaisser là sans frais, pour pouvoir faire un apport pour votre achat immobilier. Donc d'emblée, ben tiens, je veux un REER. Bon, je lui dis bon encore la même histoire de NAS 9. Bon, j'ai pas le droit. Là, je regarde les documents, non, au sens de l'impôt, je suis admissible. Et puis j'ai demandé à des amis à gauche à droite, là, ils m'ont dit oui, oui, non, non, vous êtes admissible au REER, allez-y. Et j'appelle la banque pour me ouvrir un compte REER. Non, monsieur, vous n'avez pas être travailleur temporaire, vous ne pouvez pas avoir de REER. J'ai dit non, mais au sens de l'impôt, je suis, comment on appelle, la résidence au sens de l'impôt. Oui, Résidence au sens de l'impôt, sur le site du ouais. gouvernement, ça veut dire travailleur temporaire, canadien, ainsi de suite, résident permanent, qui paie les impôts, qui travaille, ainsi de suite. Et au téléphone, je donne le lien du gouvernement, là, de la page du gouvernement je me rappelle de l'ARC, Canada, où c'est expliqué Ouais, à la agence personne de la résidente. banque, pour lui dire, non, regardez au sens de l'impôt. Ça veut dire que je peux avoir un REER. Et là, je te jure. Et là, effectivement, bon, elle était convaincue, ok, on va essayer. Puis bon, c'est comme ça que j'ai eu mon compte REER. Voilà. Incroyable. Ok, Donc, ça montre que tu es quelqu'un ouais, qui lâche pas. Tu es quelqu'un qui lâche pas, tu te voilà. renseignes, tu vas chercher chez les autres personnes l'information. Donc il y a un peu, deux aspects que je vois. Il y a le côté, ok, le système bancaire fonctionne différemment, le crédit fonctionne différemment au Canada, mais aussi en tant que toi, en tant que personne immigrante qui a peut-être, je ne sais pas si tu avais déjà un gros réseau en arrivant ou pas trop ou pas du tout. Donc Non. comment, ouais, c'est ça. Donc comment est-ce que est-ce que c'est via des collègues que tu commences à prendre des conseils, prendre des informations pour avancer tes propres objectifs? Oui, c'est collègues. À l'époque, j'avais pas encore de collègues peut-être immigrés qui venaient d'arriver comme moi. Bon, la plupart des collègues immigrés, ils arrivaient par le statut de résident permanent. Moi, Mhm. j'arrivais en tant que travail temporaire, donc c'est vraiment pas la même chose, c'est même pas les mêmes Ouais. conditions. Donc, j'avais pas beaucoup de travailleurs temporaires là autour de moi qui peuvent me donner ces informations-là. Donc, c'était vraiment du tâtonnement, rechercher les informations par soi-même. C'était beaucoup ça. Hein. Donc, Ouais.
Voilà, et donc même en même temps, le crédit, là, qui est le domaine dans lequel on suit là, même pour avoir du crédit, bon, pas la peine parce qu'il fallait attendre presque 6 à 9 mois, là, le temps de bâtir le crédit. Et donc, c'est 6 à 9 mois après avoir eu la carte bancaire. Donc, déjà que j'ai eu déjà 7 mois après la carte bancaire, donc voilà, c'est un peu plus tard encore que j'ai pu avoir du crédit bancaire, quoi. Donc, Ouais. toutes les informations là, c'est principalement de la découverte, hein, par soi-même. Voilà, quoi. C'est pas, y a pas grand chose, hein. Y Pas a grand. pas Ok. vraiment, pas grand Bon, chose. donc revenons au sujet justement du crédit. Donc je ne demande pas de faire une masterclass maintenant là sur c'est quoi le crédit, mais peut-être un peu son importance dans la vie dans la vie d'un Canadien ou d'un résident en fait au Canada. À quel point est-ce qu'il influence ta vie? Donc qu'est-ce qu'il te permet de faire et qu'est-ce qu'il peut aussi t'empêcher de faire? Je te demande pas de faire la liste complète, mais juste deux trois choses auxquelles tu penses. Non, non, non. Bon, en gros, comme ici, on est, bon, on va dire les qu'on appelle, surtout qu'on appelle les environnements plutôt américains, là, nord-américains, Mhm. fonctionnent beaucoup sur le crédit, hein. Donc, le crédit est vraiment l'outil qui est le plus utilisé pour évaluer un peu la solvabilité d'une personne lambda. Donc, c'est un peu comme, on va dire, comment on appelle, le Saint-Père ici, en quelque sorte. Donc, on va aller regarder votre crédit pour voir un peu quel genre de personne vous êtes. Il est vrai que c'est assez, comment dire, c'est qu'on appelle réducteur, mais ça donne quand même une bonne impression, une bonne idée de la facilité que la personne a de gérer son argent. Donc, si ça existe, c'est qu'il y a forcément un but et Mhm. qu'on appelle une utilité à ce critère-là. Donc c'est comme si un peu ici comparé vraiment à nos systèmes à nous là, et ce système c'est on essaie de tout rentrer dans le système de crédit ou dans cette matrice là si vous voulez. Parce que dedans comme le crédit est régi, donc une fois que vous êtes dedans, ben on peut un peu pas vous traquer mais mieux vous profiler pour proposer des solutions plus adaptées effectivement. Ouais. Okay. Donc on vous fait rentrer dans le système. Dès que vous traversez la frontière, vous devez rentrer dans le système. Voilà. Ouais. Chez nous, en Afrique, bon, il y a un peu ceci, le système, mais on peut exister hors le système. Donc, Mhm. tout ce qui est le travail, tertiaire, voilà, hors, Ouais, c'est pas traqué, quoi. ouais, Voilà. ouais. Donc, vraiment, ici, c'est vraiment un peu la base de tout. Parce que quand vous venez ici, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de téléphone, il faut forcément une carte de crédit pour avoir un forfait téléphonique. Sinon, vous n'allez pas un téléphone à plus. Là. Si vous voulez avoir un loyer, enfin, avoir pas une Louer hypothèque, un logement. louer un logement, ben votre propriétaire va vous demander de regarder votre score de crédit. Donc, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas de dossier de crédit viable. Bon, en face de vous, il y a aussi 15 demandeurs là qui eux ont des crédits solides et qui viennent avec le parent même pour les accompagner et les soutenir quoi. Donc ça, Mhm. j'ai eu ça aussi quand il fallait trouver des logements et c'est assez démoralisant souvent de voir ça. Donc c'est vraiment dans certains vraiment comment dire certains secteurs assez bien comment dire importants là, surtout les personnes qui arrivent là, Ouais. c'est impossible de pas passer par le crédit. Voilà. Ouais. Maintenant c'est ça. Maintenant ça c'est le bon système ici, mais en général hein, je veux dire même le crédit en tant que tel, un crédit en tant que tel c'est juste un sort de d'acte. On va dire ça te fait gagner du temps, un accélérateur de temps qui a un coût bien sûr. Mhm. Voilà, moi, on a, au niveau de la famille, là, on a vécu ça. Par exemple, nos parents, mon père à l'époque, pour construire sa maison, ben, c'est par économie que ça fonctionne. Hein. Donc, il a acheté son terrain à un moment et c'est 20 ans plus tard qu'il a commencé à, je crois que c'est 10 ans plus tard, il a commencé à faire les premières pierres. Et c'est 10 ans après qu'il a pu finir le gros œuvre, un peu de la maison, ainsi de suite, parce que ça basait sur l'économie. Okay. Alors, avec un crédit, il vous faut maximum 1 an, 2 ans là. Donc c'est pour mon père là, j'ai dit que c'était avec mes sœurs là, il n'y a pas longtemps. Mon père peut-être a mis 20 ans pour aboutir, sans crédit. Avec le crédit, ça se fait Mhm. en 1 an. Bien sûr, vous avez aussi 20 Ouais. ans peut-être pour rembourser. Ouais, Donc vraiment le crédit, c'est ça le but du crédit là, en fait. c'est un super exemple que tu montres là qu'est-ce que le crédit permet de faire. Donc, c'est un accélérateur de temps. Ça veut dire que euh, je travaille, j'économise l'argent que j'ai gagné à partir du travail, je l'utilise
pour investir et je continue à épargner. Après, donc j'ai acheté un terrain et puis je construis. Tandis que le crédit me permet de bypasser l'étape à l'étape investissement, de bypasser le fait d'utiliser ma propre épargne pour ça. Donc dans Ouais. ce sens-là, c'est un accélérateur de temps. Donc c'est ouais, ça c'est super intéressant et puis c'est aussi un autre mindset. Donc Mm. ce que je voulais voir, qu'est-ce que tu as vu donc au-delà de la découverte, parce que par exemple le fait qu'on demande ton crédit pour avoir un numéro, enfin un abonnement téléphonique, ton loyer, c'est pas nécessairement des choses qui étaient, en tout cas moi quand j'ai vécu en Europe, qui étaient regardées. On regardait pas vraiment ça. On regardait quand même si tu avais un emploi, mais c'est tout. L'emploi, oui. Mm. Mais donc, qu'est-ce que tu, c'est quoi que l'entre départ de Jean Quadio à la Banque nationale et démarrer Marfil? Est-ce qu'il y a des rencontres qui font ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé à te solliciter pour certaines choses parce que tu as fait beaucoup de recherches par toi-même? Qu'est-ce qui... Oui, ça a été quand même assez, bon, c'est assez, je vais pas dire lent, enfin long, on va dire quand même, long et lent, mais plutôt dans, on va dire un peu en sorte de, en deuxième niveau. C'est-à-dire, bon, comme je quitte la Banque nationale, bon, après, je passe en statut presque indépendant, donc je suis plutôt à Toronto, pour des clients là-bas. Après, bon, là-bas, je rencontre la communauté ivoirienne là-bas. On a des discussions souvent. Bon, vous savez, à un certain moment, à un certain âge, on a une discussion pour dire qu'est-ce qu'on peut apporter à notre communauté, quoi, parce on Mhm. a toujours, voilà, le sentiment que notre communauté est un peu en retard, n'arrive pas vraiment à porter sa marque là, un peu ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être mieux s'organiser, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour développer un peu notre communauté, quoi. Donc c'est dans ces genres de réflexions là que j'étais avec des amis là-bas, voilà, donc autour de vin et tout et tout. Et à chaque fois, c'était bon, il y avait deux sujets qui venaient. Hein. Généralement, c'était plutôt l'immobilier parce que l'immobilier, bon, c'est un peu comment dire l'investissement le plus, on va dire, facile à comment on appelle à comprendre et puis peut-être à acquérir en gros. Et Mhm. puis, quand on parlait, on dit, bon, hormis l'immobilier, ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'était vraiment le financement. C'est comment toute une pléiade là comment on appelle là, d'entrepreneurs, parce que généralement, vous savez, en Afrique, on a l'habitude de voir un peu nos parents qui avaient on va dire, leur travaux, enfin, le travail principal et puis un petit boulot à côté. Donc, c'est un peu ça que certains Africains ici essaient de reproduire. Ils ont leur travail classique là, chez eux. Ouais. Et puis, ils ont un petit job à côté, effectivement. Et Mhm. ce petit job-là, comment dire, cette petite entreprise qu'ils ont à côté, ils avaient pas mal de ce qu'on avait rencontré ou ce qu'on a discuté. Quand on discutait, c'était vraiment, il y a un problème de financement, parce que généralement, les gens ce qu'on appelle prendre des hypothèques, ils ont une hypothèque pour leur maison. Ils ont peut-être souvent, ils prennent qu'on appelle une hypothèque de second rang sur la maison pour commencer leur activité, mais leur enveloppe de financement est assez limitée, quoi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de sujets de type un vrai problème de financement. Et il y a un peu ce sentiment-là partagé que c'est vraiment difficile là qu'on appelle là, d'exposer certains types de financement auprès des banques qui souvent les comprenaient pas. Okay? Donc, ce genre de sujet-là Donc, est des types venu. donc certains essaient de refinancer par exemple leur propre hypothèque, même si ça devient peut-être trop limité par rapport à la taille du financement qu'ils ont besoin. Et lorsqu'ils veulent Ouais. expliquer ça dans le secteur bancaire, au secteur bancaire traditionnel, classique, donc les banques nationales et tout ça, c'est plus difficile à comprendre. Mais c'est quoi les types de projets qui seraient différents par rapport à ce qu'on peut avoir de façon générale au Canada? Non, bon, si je regardais un peu les différents types de clientèle là que j'avais eu, hein, c'était Mhm. des personnes qui avaient bon utilisé leur hypothèque pour se lancer dans ce qu'on appelle la restauration. Pour la restauration, c'est un milieu quand même qui est assez difficile. Là. Donc, Mhm. ils ont eu des lignes de financement là-dessus, mais c'est à un certain moment. Et dans la restauration, bon, vous avez souvent, bon, il n'y a pas beaucoup de marge dans la Les restauration. marges Donc, sont vous avez petites. besoin sont souvent petites. Là. Donc, il faut avoir une très bonne trésor là pour pouvoir au moins naviguer là dans le flux là, de votre business. Et ben c'est pas là que j'ai commencé là avec une de nos clientes là, la toute première cliente même, qui effectivement cherchait des lignes de financement supplémentaires pour agrandir sa bâtisse,
proposer une nouvelle gamme de produits, ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment un rehaussement là de son business, en fait, à faire. Et bon, la banque avait déjà financé pour l'installation et tout. Ben, la banque n'était pas capable d'aller là-bas, quoi. Et puis, c'est surtout que comme c'est une clientèle africaine, à l'époque, je me disais, c'est que bon, avec la banque, bon, j'étais pas trop sûr que il y avait beaucoup plus de marge là avec la clientèle du type africaine dans ce type de resto. En fait. Donc, Ouais. c'était un peu ça. Après, il y a il y a aussi toujours le même, comment on appelle le même topic qui revient souvent hein, pour des personnes de la diaspora. Nous sommes ici, on a notre boulot, notre maison et tout. Et à un moment, on vient de penser au retour au pays et avant de repartir au pays, on essaie de sécuriser certaines choses, dont la maison et autre chose, en fait. Donc, il y a toujours la contrainte de dire, OK, j'ai besoin d'investir pour acheter un terrain ou pour acquérir un bien immobilier en Afrique. Oui, ouais. Mais je suis ici au Canada, je peux me financer ici au Canada, mais à une certaine limite quand je dois me financer même pour quelque chose, il faut que j'aille chercher ma carte de crédit parce que c'est impossible pour moi de dire, tiens, je vais prendre de l'argent chez vous pour aller en Afrique. La personne en face de vous va pas comprendre, quoi. Et à chaque fois au client, quand je pose la question, est-ce qu'il est facile pour vous d'expliquer à votre conseiller bancaire que vous allez prendre 5 000 $ pour aller investir en Afrique? Est-ce que vous êtes, ils me disent à chaque fois, 100% des personnes me disent non, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis, si vous donne 5 000 $ pour, peut-être acheter une nouvelle voiture ou 5 000 $ pour faire quelque chose, des vacances. Mais bon, jamais je vais dire que j'ai besoin de 5 000 $ pour un investissement en Afrique, quoi. Donc, Ouais. il y a un peu ce stigma et c'est un peu ça que, on voyait revenir à chaque fois. Puis bon, on s'est dit, ben, pourquoi pas, parce on est des Africains aussi comme tout le monde. On a aussi tous, nous aussi, nos envies d'investissement là-bas et tout. Et voilà, donc, pourquoi ne pas apporter une solution quand c'est possible, quoi. Mhm. Donc, ouais, et bravo pour le fait d'amener cette solution et combler ce manque. Mais la démarche pour devenir, je ne demande pas de donner tous les détails, mais c'est pas tout le monde qui peut devenir. Est-ce que je me trompe si je dis que Marfil est une institution de crédit? Comment tu le définis? Oui, oui, on est une institution de Institution de crédit. crédit. On dira une institution de crédit alternative, hein, donc, Ok, voilà, c'est ça. institution de crédit alternatif. Donc, comment, dans les grandes lignes, comment est-ce qu'il faut faire les démarches? Parce qu'on on donne pas ce titre-là comme ça. Là. On s'annonce pas du jour au lendemain. Ah ouais, salut, je suis prêteur, je livre des crédits. Oh, Merci, donnez-moi mon aussi, numéro. aussi, ça peut, non, non, aussi, ça, ben, si, ça peut se faire, hein, ça